Et voilà, la trilogie est complétée. Les 3 livres officiels de Donjons Dragons 2024 sont parus maintenant officiellement en anglais. Alors j'ai pu me pencher sur le manuel des monstres et je vais vous donner mes premières impressions de ça. Alors, est-ce qu'on va enfin pouvoir se lancer dans des nouvelles aventures fantastiques avec plus de 500 monstres? 500 stat blocks de monstres, ça va brasser dans cabane, comme on dit par chez nous. Voici mes petites impressions. Il faut pas s'attendre à du nouveau. Il faut pas penser qu'on a ressuscité des centaines de nouveaux monstres qui viennent des éditions antérieures, c'est vraiment pas le cas. On nous avait fait miroiter le fait qu'il y avait plus d'une centaine de nouveaux monstres, mais ces nouveaux monstres-là sont des variants de monstres existants déjà. On dirait que je parle de maladie. Mais en gros, c'est une mise à jour des monstres qu'on avait déjà dans le manuel de 2014. Fait qu'on a vraiment sorti là, tout le bon vieux stock de ça, on l'a squeezé comme une bonne vieille bouteille de ketchup, puis on a juste fait quelques petites modifications à gauche, à droite. En gros, vous allez retrouver tous vos classiques, le Tyranneuil, vous allez retrouver le Rakshasa, le Vampire, avec un paquet de nouveaux amis, quelques nouveaux monstres qui sont vraiment du gros neuf, là. On a par exemple le Animal Lord, qui est une espèce de créature haut niveau, roi des animaux. On a aussi le Blob de l'Annihilation, qui est une espèce de cube gélatineux des ténèbres qui détruit les villes de façon kaiju. Challenge rating 23, genre. On a aussi quelques petites nouvelles mécaniques. Bloodied, qui est une condition. Et en gros, c'est quand une créature est arrivée à la moitié de ses points de vie, et ben elle développe de nouveaux pouvoirs. Par exemple, le Berserker va avoir avantage à ses attaques. Fait que oui, c'est une condition qu'on va probablement oublier la moitié du temps. Mais c'est nouveau! Fait que oui, il y en a du nouveau, hein. 2-3 monstres, une nouvelle condition. Oui, fait que si vous êtes du genre à chercher des nouvelles expériences, des nouvelles créatures tirées de nouveaux folklores, c'est pas vraiment la proposition ici. C'est vraiment le bon vieux manuel des monstres, légèrement revampé. Deuxième chose importante, le challenge rating. Ce qu'on appelle le facteur de puissance en français. Le facteur de puissance a toujours été un indice de puissance des monstres pour que vous, comme maître de jeu, puissiez construire une rencontre à la hauteur du niveau de vos joueurs. Mais ça a toujours été un peu brisé. Certains monstres étaient beaucoup trop forts pour la ligue et d'autres monstres, comme le Rakshasa, le Vampire ou la Liche, étaient au contraire extrêmement fragiles pour des monstres haut niveau. On a fait des modifications majeures à tous ces monstres-là. La Liche, par exemple, qui avait seulement 100 points de vie en 2014, est rendue avec 300 points de vie, plus 17 d'initiative. Fait que vraiment, on a rebalancé l'équilibre d'à peu près tous les monstres. C'est subtil! Mais il y a quand même des super habiletés chouettes. La Tarasque a maintenant une attaque à distance. Un souffle de tonnerre qu'il peut envoyer. Fait que oui, ça c'est super. Et on nous dit qu'on a vraiment révolutionné aussi la façon de prévoir nos rencontres. On a maintenant un système de budget total d'expérience. Alors à partir du niveau de votre groupe, vous pouvez calculer selon le nombre de joueurs un nombre total d'XP que vous pouvez dépenser pour acheter des monstres et donc prévoir une rencontre qui va être facile, moyenne ou difficile. Je ne l'ai pas essayé encore, on me dit que ce système-là est super bien fait, mais moi, j'ai plusieurs gros problèmes déjà avec cette nouvelle itération du challenge rating. Toutes ces règles-là ne se trouvent pas dans le manuel des monstres. Ben non! C'est dans le manuel du maître. Donc le guide du maître et le manuel des monstres, quand tu crées une rencontre, il faut que tu aies les deux ouverts sur la table. Tu vas regarder dans le guide du maître pour faire comme « Ok, voyons voir quel est mon budget d'XP. » Et ensuite, tu vas feuilleter le manuel des monstres à la recherche des monstres qui valent cette expérience-là. Je comprends pas pourquoi on ne fait pas un système où un monstre, facteur de puissance 3, peut affronter un groupe niveau 3. Pourquoi il faut inventer un système alambiqué de budget d'expérience? On peut pas juste tout réviser les maths à la baisse puis faire un Tyranneuil, c'est niveau 10. Puis c'est un groupe niveau 10, c'est un bon challenge pour toi. Point à la ligne. Je pense que si vous êtes un nouveau maître de jeu,
ou un maître de jeu qui a toujours eu du mal avec l'équilibre de ses rencontres et qui souhaitait un défi mesuré, je pense que vous allez trouver quelque chose d'ici d'un peu plus intéressant que ce qu'on avait en 2014. L'autre affaire qui est vraiment géniale de ce nouveau livre des monstres, c'est l'organisation. Le livre a été quand même bien conçu pour être consulté de façon digitale. Moi, j'ai acheté la version digitale sur D&D Beyond et c'est vraiment chouette. Ils sont classés par liste de facteurs de puissance. Donc, si vous voulez avoir tous les monstres facteurs de puissance 10, vous pouvez chercher dans cet index-là sur D&D Beyond. Ils sont classés par habitat. Fait que vous avez tous les monstres qui vivent dans le désert, la forêt, les donjons. Fait que tout ça, ça me plaît bien, l'organisation du livre. Les images ressortent un petit peu moins bien dans la version digitale, on parsème le document avec celle-ci, mais je pense que si vous êtes un fan des illustrations de monstres et que c'est beaucoup ça qui vous inspire pour créer, la version physique va peut-être être plus pratique pour vous. Mais si vous aimez les listes et cherchez rapidement des mots-clés qui vous amènent à d'autres éléments de règles, ben la version digitale est vraiment awesome. Parce que toutes les attaques des monstres, tous les sorts, sont tout de suite répertoriés. Tu cliques dessus, tu sais c'est quoi le sort. Ça sauve tellement de préparation. La version digitale est quand même vraiment chouette. Je pense que je vais l'utiliser vraiment beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi du livre, c'est que plusieurs monstres viennent avec des toutes petites tables aléatoires. Puis c'est tellement awesome parce que, tu sais, il y a 500 monstres ici. C'est quasiment 400 pages. Ils ont dû sacrifier un peu d'espace, puis on a perdu beaucoup du flavor text, des descriptions narratives des monstres. Fait que ces tables aléatoires-là, c'est tout ce qui nous reste de folie narrative, inspirante. Vous avez par exemple un dé à rouler pour déterminer quelle est la mission d'un bataillon de hobgoblins. Vous avez des tables aléatoires pour découvrir qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du blob de l'annihilation. Cette espèce de cube gélatineux qui traverse le multivers et qui a dévoré un dieu, le crâne d'un dieu. J'aime beaucoup ça. Il y a quelques entrées aussi qui permettent d'identifier c'est quoi les trésors que peuvent porter ces monstres-là. Mais encore une fois, ces entrées-là sont intéressantes, mais elles vous forcent à faire référence au guide du maître. Si vous n'avez pas les 3 livres, vous allez vous retrouver avec plusieurs indications qui vous mènent nulle part. C'est juste un petit peu beige, par exemple, la section équipement et trésors, là. Je pense qu'on aurait pu en prendre un petit peu plus. Tu sais, ces fameuses tables aléatoires-là, là. Moi, dès qu'il y avait une table aléatoire dans laquelle il y avait un germe de magie, un germe de mystère, j'étais comme « Oui, oui, c'est ça! Vous l'avez, Donjon Dragon, c'est ça! » Des tables aléatoires qui nous mènent vers des affaires folles. Puis, ça reste que c'est en une toute petite partie du livre. Les stat blocks aussi, de la façon dont ils sont présentés, je pense qu'ils sont beaucoup plus lisibles. On a accès plus facilement à l'initiative. Fait que ça, c'est génial parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de nouveaux joueurs qui étaient complètement perdus en disant « Mais c'est quoi l'initiative des monstres? » Fait que si vous vous lancez dans Donjon Dragon, vous n'avez pas encore le manuel des monstres, ben, je pense que celui-là, le manuel de 2025, est vraiment pensé avec les nouveaux en tête. On a toute une section au départ aussi qui explique vraiment comment lire le stat block, les sorts. Plutôt que d'avoir une longue liste de sorts interminable avec le nombre d'emplacements de sorts, ben là, on a juste un sort. Tu peux faire ça 2 fois par jour, 1 fois par jour ou à l'infini. Ça va sauver énormément de bookkeeping. L'autre aspect sur lequel ce livre-là est très généreux, c'est que tous les monstres qui ont une structure sociale se retrouvent à avoir des variations sur le même monstre. L'exemple, par exemple, c'est les gobelins. Donc, plutôt que d'avoir uniquement le petit gobelin de base et le boss gobelin, mais vous avez toute une variation de saveurs de gobelins avec différents niveaux de facteurs de puissance. Vous avez le pirate de base, le capitaine pirate et l'amiral pirate. Puis juste les cultistes, ce qui était autrefois un espèce de petit stat block très simple d'acolyte, qu'on réutilisait dans presque toutes les aventures publiées, c'était toujours le même ennemi. Et bien là, on a plus d'une dizaine de nouveaux cultistes qui vont vénérer différentes entités et qui vont avoir différentes saveurs. Ils auront peut-être des attaques de tentacules s'ils vénèrent des grands anciens, peut-être avoir le feu de l'enfer s'ils vénèrent des entités démoniaques. Fait que c'est vraiment chouette. Puis il y a tellement de monstres, tu sais, qui ont des sociétés complexes, intéressantes à explorer. Par exemple, les Drow. Vous avez des Drow... vous avez les...
Ça n'aura pas échappé à personne, il n'y a pas d'orque ni de drow dans ce manuel des monstres-là. La logique est quand même assez évidente. On n'a pas intégré dans le manuel des monstres aucune des espèces jouables du jeu. Il n'y a pas de stat block pour les nains, pour les elfes, pour les humains. C'était le cas depuis 2014. On avait essayé de faire vraiment une espèce de scission entre qu'est-ce qui est jouable et qu'est-ce qui est tuable. On sent que le design de Donjon Dragon atteint peut-être ses limites de ce qu'il permet de faire philosophiquement pour distinguer qu'est-ce qui est une créature consciente de qu'est-ce qui est une créature que tu peux tuer sans te poser de questions avec tes amis le dimanche soir. Parce que je comprends la cohérence de ça, puis ça ne me dérange pas dans l'absolu. Je comprends qu'il y a un lore à aborder avec sensibilité. Et le manuel des monstres, pour moi, ça a toujours été ça. C'est une occasion de présenter toutes les créatures magiques qui habitent le jeu dans lequel on va se lancer. Que ce soit des alliés potentiels, des ennemis, des adversaires, mais aussi qui ont des objectifs, des quêtes, des visions du monde, une culture. Ceci dit, vous avez quand même des stat blocks qui représentent des personnages non joueurs neutres. Vous avez des choses comme le berserk, le performeur, le pirate, la brute. Et de ce que j'en conçois, on nous propose d'utiliser la brute pour jouer justement les goons de ces civilisations-là, que ce soit les orques ou les elfes noirs. Je pense que je serais rassasié si ces stat blocks-là étaient pas aussi plates. C'est là où pour moi le livre perd un peu de gaz aussi. Il y a beaucoup de stat blocks, surtout bas niveau, qui sont un peu ennuyeux. C'était déjà ça dans la version 2014, tu sais. Il y a tellement de stat blocks qui sont juste... Il y a 12 d'armure, il y a 15 points de vie, il fait plus 5 à l'attaque. C'est ça. On dirait que je suis resté sur ma faim à plusieurs endroits. Tu sais, la brute, 32 points de vie, 12 de classe d'armure et l'habileté pack tactique. Je vous dirais qu'il y a plusieurs stat blocks qui ressemblent à ça dans ce livre-là. C'est pas loin d'être assez similaire au hobgoblin puis au loup. Oui, il y a quelques petites habiletés à gauche, à droite qui vont changer, un peu plus de points de vie ou un peu moins de points de vie, mais... Puis j'ai tellement de questions sans réponse. Si je décide de faire une brute orque, est-ce qu'elle va avoir vision dans le noir? Si je décide de faire une brute drow, est-ce qu'elle va être capable de lancer le sort ténèbres? Si je fais une brute tieflin, est-ce qu'elle a résistance au feu? Je sais pas. C'est pas marqué. Bien sûr, je vais homebrewer toutes ces choses-là que je t'ai proposées, puis je t'invite à le faire aussi. Mais je comprends qu'il y a certains maîtres de jeu qui se posent réellement la question, surtout quand tu as l'intention de jouer règles comme écrites. Tu comprends? Pour certains maîtres de jeu, c'est super important. Fait que ouais, je trouve ici qu'il y a vraiment eu un gros angle mort. Bien sûr, on va s'adapter. C'est loin d'être la fin du monde, mais il y a quand même un pincement en imaginant tout le potentiel qu'aurait pu avoir une page complète sur la culture drow. Je sais que ça va être un gros deal breaker pour plusieurs, puis je vous en supplie, si vous voulez avoir une discussion avec moi à ce sujet-là dans les commentaires, prenez le temps d'y penser un petit peu. Gardez votre sensibilité et votre humanité dans les commentaires, s'il vous plaît. L'autre grosse opportunité manquée, c'est qu'il n'y a aucun coffre à outils pour vous aider à faire vos créatures. On en a plein là, des manuels du monstre qui sont extraordinaires dans d'autres systèmes qui nous aident à créer nos propres monstres. Mais j'aurais aimé qu'il y ait une petite liste peut-être de pouvoirs, d'incongruités, des nouveaux appendices, des trucs que tu peux ajouter à ton monstre pour juste faire « c'est un troll de glace c'est un troll magique, c'est un troll des ténèbres ». Tu sais, ça prend tellement peu de choses. Une petite habileté, quelque chose où on peut bidouiller dans le système, où on nous encourage à être créatifs. Ça nous aurait permis aussi peut-être de donner une petite saveur supplémentaire pour représenter les différentes tactiques utilisées par différentes cultures avec les stat blocks des personnages non joueurs. Il aurait peut-être suffi d'ajouter un archétype des ténèbres à un scout pour qu'il devienne vraiment un drow avec une touche unique. Il peut lancer ténèbres, il peut disparaître dans l'ombre, il peut se cacher en action bonus, que sais-je? Fait que oui, ça aurait pris vraiment peu de choses pour être en mesure de donner une petite saveur, une petite rejouabilité à ces monstres-là, pour pas qu'on combatte toujours le même tyranneuil, le même troll, la même hydre.
Ben, je sais qu'il y a plein de tiers parties qui vont s'en occuper. J'ai même quelques idées déjà, alors abonnez-vous à notre Itch pour voir nos petits contenus gratuits de jeux de rôle. Peut-être que vous allez trouver bientôt des idées pour des monstres. Et donc, au final, après avoir traversé tout le manuel, ce qui reste avec moi, c'est cette déception de voir un livre qui a misé beaucoup plus sur le contenu technique, mécanique, que sur le contenu narratif, créatif, imaginatif, fantastique. Moi, c'est ça qui m'inspirait des manuels des monstres. C'est d'ouvrir des pages, de voir une illustration folle et de me mettre à lire. Et d'avoir une série d'histoires, de hooks d'aventures, de possibilités d'habitat, de mondes fantastiques à créer. Par exemple, le Rémoraz. Quand on lit sur l'histoire du Rémoraz dans la version 2014 et qu'on nous apprend que c'est un prédateur arctique qui va chasser autant des mammouths que des ours polaires, qui va s'approcher de plus en plus des villages, ça prend quelques phrases pour nous situer comment cette créature-là pourrait tomber sur mon groupe de joueurs. Dans la version 2024, la description tient sur une ligne. Et c'est tout. C'est vraiment tout. On n'est pas loin de dire « c'est un ver, il est méchant ». Je comprends pourquoi on a fait ces choix-là. On voulait nous en donner beaucoup. On voulait éviter aussi de réimprimer sans arrêt le même texte, de juste prendre puis copier-coller le contenu de 2014. C'est là où, pour moi, il manque quelque chose. Il y a tellement de bons bestiaires qui existent maintenant. Flea Mortal de MCDM, qui est un super bon bestiaire compatible avec la 5e édition. Le bestiaire de Dragonbane aussi est incroyable. Non seulement les monstres ont une grande variété d'attaques qui font qu'ils vont toujours être renouvelés, peu importe combien de fois tu vas les jouer, mais en plus, il y a plein de petits fils narratifs pour amener les joueurs à s'impliquer avec ce monstre-là, et peut-être pas, même souvent, pas le tuer, juste comprendre qui il est. C'est une exploration de créatures. Un manuel des monstres pour moi. Explorer une créature, c'est comprendre ses objectifs, ses désirs, ses forces, ses faiblesses. J'ai l'impression que ce livre-là est tellement orienté sur les mécaniques de combat qu'il nous laisse pas vraiment le choix. C'est un livre pour tuer ces monstres-là. On nous explique pas ce qu'ils veulent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Puis moi, c'est ça qui me déçoit, c'est que j'ai l'impression qu'on rate la cible. Là où on veut créer un jeu qui est plus ouvert, qui permet de nouvelles options qui sont peut-être non violentes. Ce manuel des monstres-là, qui est écrit un petit peu comme des boss de jeux vidéo encore et encore, ben ça nous met dans un mindset de jeux vidéo avec des ennemis à tuer puis des points de vie à gruger. Je suis sans doute un petit peu dur avec le manuel parce que je le trouve vraiment très bien. J'ai beaucoup joué à Donjons Dragons cet automne, du niveau 1 au niveau 6. On est rendu à une trentaine de parties dans 2 campagnes. Et là, je crois que ce livre-là m'a donné le goût de relancer une campagne un peu plus haut niveau pour aller faire le tour du niveau 8 à 12, voire 15. Je pense qu'il y a des super belles options, des très très beaux boss, et c'est ce que je veux aller creuser ce printemps. Et donc, Internet, je vais te laisser là-dessus. J'aurais aimé ça pouvoir te dire définitivement si ce livre-là est pour toi ou pas. Je ne crois pas que ce soit un essentiel. C'est-à-dire, je pense qu'on peut avoir énormément de plaisir aujourd'hui avec tout le contenu qui existe déjà pour Donjons Dragons. C'est pas un incontournable, et il y a pour moi trop peu de choses pour vraiment te dire t'as pas le choix, achète ça. Je pense effectivement que si t'as un groupe de joueurs qui s'en vient niveau 10, 11, 12, il y a des vraiment super belles options ici. On a vraiment buffé toute cette catégorie de monstres-là. On n'en a pas une grande variété. J'aurais aimé voir plus de monstres. Mais en tout cas, on en a buffé beaucoup. On sent qu'ils ont beaucoup d'habiletés. Les dragons sont tous formidables. Tu peux t'abonner à la chaîne pour voir nos futures critiques de Donjons Dragons et autres systèmes. D'ailleurs, à ce propos, si tu cherches des nouveaux jeux de rôle de fantasy, tu peux aller voir, on a fait une vidéo des 10 meilleurs jeux de rôle médiéval fantastique pour remplacer D&D. Tu pourras aller voir ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Puis on se retrouve très bientôt!